merci à toutes et à tous d'être si nombreux présents pour effectivement évoquer ce soir et écouter et partager les propos de celui qui a écrit dans son autobiographie, Peur, donc paru chez Rouge Profond, je le rappelle, cette phrase qui nous restera: je souhaite la bienvenue aux fantômes sanglants de ma conscience. Je vous redemande de souhaiter la bienvenue à Dario Argento. Bianca Concolino, traductrice du livre, elle a remercié aussi. Voilà, merci de votre accueil. Bonsoir Dario Argento. Donc on va récapituler un petit peu, on va aller à la rencontre de votre parcours à la faveur donc de ce livre, Peur. Je vais donner tout de suite la parole à Simone Kripa, puisqu'il y a plusieurs manières d'aborder ce livre. Il y a une manière chronologique, puisque nous partons de la petite enfance pour aller jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit le déroulement de la vie de Dario Argento, le poids de sa famille, ses rencontres, les étapes de sa création, les conditions dans lesquelles il a fait son cinéma. Et puis on peut prendre les choses par thème également. Et vous, je sais que vous êtes marqué justement par la dimension littéraire, parce que Dario Argento est quelqu'un qui doit beaucoup, et avant tout, à la littérature fantastique. Voilà, exactement. Je pensais effectivement aborder la littérature parce que vous avez été très marqué par ça, et notamment, ce qui est très intéressant, votre première peur, c'est-à-dire le moment où vous avez hurlé pour la première fois dans une salle publique. Alors, prendre le micro, voilà. La première fois que moi j'ai roulé, c'est mon parent qui m'a dit ça, que moi j'étais vraiment jeune, j'avais 3-4 ans, et ils m'ont apporté à voir une représentation d'Hamlet. Et quand on a vu les fantômes de son père, moi j'ai hurlé comme un fou, et je suis dehors du théâtre. Et ça, c'était la première fois que moi j'ai hurlé pour un fantôme. Et puis il y a eu des autres, beaucoup des autres occasions où moi je l'ai dit dans mon livre, quand j'étais adolescente, j'étais voir une vacance, j'étais voir un vieux film, Les fantômes de l'opéra, en couleur avec Claude Rains. C'était... J'ai pas hurlé en ce moment, non, j'ai pas hurlé, j'ai aimé, j'ai commencé à aimer la peur, j'ai commencé à aimer les choses étranges, les choses qui les adultes disent dangereuses pour les enfants. Pour moi, c'était magnifique, c'était une merveilleuse occasion de voir l'esprit et alors je vois le film, et c'est un film qui a marqué beaucoup mon enfance aussi. Philippe Rouillet, vous, effectivement, vous avez été aussi impressionné dans cette autobiographie par le poids de la littérature, et notamment la figure d'Edgar Poe, qui est plus qu'une influence littéraire, qui est véritablement une matrice, une séminale, quelque chose d'extrêmement puissant. Et surtout, vous avez cette phrase absolument incroyable dans votre livre, vous dites « Et soudain, je passe de la masturbation au culte de l'horreur pure, en découvrant Edgar Poe. » Et ce qui est formidable, c'est que non seulement c'est un cri, mais vous le liez au sexuel, c'est-à-dire que vous remplacez
en quelque sorte, du sexe par l'horreur à l'Edgar Poe. Hein, et l'horreur est une certaine vision romantique. Est-ce qu'on peut dire que là, il y a déjà quelque chose de votre cinéma qui va être en germe dans cette association sexe et horreur? Si, mais c'était pas un grand sexe à l'époque, par exemple. Moi, j'étais très jeune. Et alors, il n'y avait pas ce grand sexe. Mais il y a une occasion que moi j'avais une fièvre rhumatique, alors je suis resté à la maison pour quelques mois et tout le monde le matin il va au travail, à l'école. Moi j'ai resté tout seul à la maison et j'ai commencé à prendre le livre de la bibliothèque de mon père. Et tout d'un coup, j'ai découvert les contes d'Edgar Allan Poe. C'est une découverte magnifique, fantastique pour moi, parce que j'ai découvert qu'il y avait des choses que personne ne m'avait jamais parlé, jamais. Des choses comme des fantômes, les homicides, les personnes qui étaient dans les cercueils vivantes, toutes des choses que pour moi c'était des choses merveilleuses, qui m'ont ouvert mon monde sur cette histoire. Si vous l'écrivez pas? Oui, voilà, vous avez découvert un monde complètement à part. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la littérature et la lecture fondent véritablement cette autobiographie. Et à un certain moment, vous lisez aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec la peur, finalement, c'est le Don Quichotte de Cervantes. Et là, vous dites que c'est à ce moment-là où vous avez pensé de devenir écrivain. Si, Don Quichotte est aussi Shakespeare. Si, Shakespeare. Shakespeare aussi m'a ouvert un monde incroyable. Moi, j'étais très jeune, hein, je me souvenais ça. J'étais très jeune, hein, mais j'ai compris que c'était quelque chose de fantastique, la mente humaine qui était incroyable. J'ai lu aussi des livres un peu sexuels. Ça m'a donné une félicité. Si, vraiment une félicité de lire des choses du sexe. Puis, je me souviens, les Mille Nuits, non? Oui. Si, que c'était l'édition pas censurée, l'édition originale, que c'est une chose intégrale, que c'est une chose comme ça, et que pas tous on lit. Et il y avait des histoires fantastiques aussi. J'ai passé des jours dans cette lecture de ces grands écrivains. C'était quelques mois vraiment merveilleux. On peut peut-être lire un extrait donc, de Peur, parce qu'on vient d'évoquer la découverte d'Edgar Poe et l'importance qu'elle a eue et qu'il a eue pour Dario Argento. Donc voilà donc un extrait donc, de Peur, page 31. Un livre qui arriva à balayer d'un seul coup les histoires les plus fantasques de Dashiell Hammett ou de Raymond Chandler, ainsi que les aventures amoureuses racontées par Scheherazade. C'était un gros volume à la couverture noire, avec le titre en relief, en lettres dorées, « I racconti del grotesco e del arabesco » d'Edgar Allan Poe. Je l'ai lu d'un bout à l'autre, et tout de suite après, j'ai recommencé à la première page. Petit à petit, en entrant davantage dans ces histoires, en les mémorisant, je m'aperçus que c'était comme si j'avais trouvé la clé d'une pièce qui était dans ma tête
depuis toujours, mais dont j'ignorais l'existence. C'était une pièce vide, sans meubles, ni rien d'autre, mais avec des fenêtres. Je savais qu'il suffisait de les ouvrir en grand, tout comme il me suffisait d'ouvrir le livre de Poe, et devant moi se serait ouvert un paysage peuplé de créatures inconnues. Je n'étais plus un enfant maigre et timide, malade dans son lit. Peut-être même n'avais-je plus de corps. Soudain, j'avais découvert un monde où il y avait des personnes enterrées vivantes, où des chats emmurés révélaient la présence de cadavres, où les dents et les cœurs des personnes aimées étaient arrachés des corps. Et dans ce monde, je me sentais enfin moi-même. Comme cela m'est arrivé déjà de le dire, ce jour-là s'est produit quelque chose de fondamental. En un clin d'œil et sans aucune transition, je suis passé de la masturbation au culte de l'horreur et du mystère. Oui, c'est vrai. Ce qu'on appelle une expérience fondatrice, je crois. Oui, non. Mais aussi, une chose que vous n'avez pas dit, que je me sentais libre. Vraiment libre. Finalement, libre d'avoir toutes ces pensées, de parcourir toutes ces rues, des rues nouvelles, qui ni mes parents, ni les professeurs, personne ne m'avait dit ça, m'avait raconté cette histoire. Et moi, je me sentais libre de continuer à parcourir cette histoire, cette rue. Vous avez parlé de votre famille, de la bibliothèque familiale Dario Argento. Philippe Rouillet, la famille, certains créent contre leur famille, d'autres créent parce qu'ils n'ont pas de famille. Dario Argento a créé, lui, avec sa famille. Oui, depuis le départ. Parce qu'alors, il y a notamment une mère qui est photographe et qui photographie les actrices et qui photographie les femmes, et avec elle, vous apprenez le regard. Et vous avez aussi un oncle Elio, qui je crois est photographe, qui vous emmène voir des coins de Rome, un quartier de Rome que vous ne connaissiez pas, et vous vous apercevez que là, il y a quelque chose à voir, vous dites, si j'avais pas été cinéaste, j'aurais été architecte. Et dès cette enfance, il y a cette idée de l'attention à la ville, à la construction. D'ailleurs, quand vous racontez le passage qu'a lu François tout à l'heure sur Edgar Poe, tout de suite, vous voyez une maison avec des fenêtres. C'est-à-dire que votre imaginaire passe par l'architecture. C'est quelque chose de très lié à l'enfance et très lié au regard. C'est pour ça que moi j'aimais beaucoup un metteur en scène italien qui est Antonioni, Michelangelo Antonioni, qui c'était un architecte et que dans ce film il a mis ses idées sur l'architecture, sur les buildings, qui sont importantes comme l'histoire. J'ai suivi beaucoup ces enseignements. Mais tout ça, je me souviens quand mon oncle m'a porté à voir une ville abandonnée qui s'appelait Leo, qui s'était faite par Mussolini pour une exposition qui n'est pas faite parce qu'il y a eu la guerre. Et je me souviens que nous sommes allés, j'étais très jeune, dans une rue, puis la rue s'est interrompue et nous avons marché dans les fields, dans les champs, et puis commencé à voir ces grands palais qu'on appelle les Colossés cadrés, des obélisques, de marbre, mais tout c'est avec de l'herbe, avec abandonné, personne ne vivait là. Il avait, je me souviens, une grande église, et quand nous avons ouvert avec difficulté la porte, à l'intérieur, c'était plein de pigeons qui volaient. C'était un spectacle incroyable. Et ça,
Puis j'ai mis toutes ces choses changées, naturellement, aujourd'hui, dans les films Ténèbres que vous voyez après. Et ça, c'était une expérience. Mais l'expérience, un des plus importantes, c'était avec ma mère. Parce que j'étais dans une école qui était près du studio de ma mère. Et elle faisait des photos. Et quand j'ai fini l'école à 3h30, j'allais chez elle. Et j'étais dans le... Comment ça s'appelle? Le camerino? Dans la loge. Dans la loge, aussi, dans une loge. Où j'avais une petite table pour faire mes devoirs. Et puis il avait chaque jour beaucoup de fameuses actrices, parce qu'elle est spécialisée pour les femmes, pour les photos de femmes, comme Sophia Loren, Claudia Cardinale, de grandes, de belles, très belles filles, qui se maquillaient, aussi se changer de robe, changer, devenir... Et je l'ai vue nude. Pour moi, j'étais comme une poupée qui n'existe pas. Hein. Moi j'avais des émotions. et puis je vois, chaque fois, comme ma mère mettait la lumière sur le visage, sur le corps de ces grandes, belles femmes. Et alors, ça m'a aidé beaucoup quand j'étais plus grand, j'étais déjà metteur en scène, pour reprendre les femmes, ce qui sont la chose la plus importante de mes films. La plupart des actrices, des interprètes sont des femmes. Quelqu'un beaucoup très jeune, quelqu'un plus âgé, mais je me souviens pendant le tournage comme ma mère mettait la lumière sur ce corps. Alors ça c'est ma spécialité d'avoir des femmes dans mes films. Que ça finit. Bianca Concolino, donc. Oui, alors moi, à propos de la séduction, de la beauté, du regard qui prend du plaisir à regarder les femmes, les rues, la ville, je voulais te poser une question parce qu'il y a toujours un côté un peu inquiétant dans la beauté. C'est d'ailleurs un peu le thème du deuxième livre, Horror, n'est-ce pas? La beauté, elle est belle, elle est séduisante, mais elle est aussi inquiétante. Et alors aussi la littérature un peu, parce qu'évidemment, elle est source de bonheur, peut-être, de plaisir, mais il y a souvent des romans qui déclenchent des meurtres dans tes films, justement dans Ténèbres, par exemple. Voilà, donc est-ce qu'il y a un côté qui met ensemble la beauté et la littérature de ce point de vue, quelque chose qui est tellement beau, qui est presque inquiétant, après dangereux, un côté mortifère un peu de la beauté et même de la beauté de l'écriture aussi. L'écriture peut libérer, mais parfois provoquer aussi des meurtres, comme dans certains de tes films, dans Uno Sonno ou dans Ténèbres. Oui, c'est vrai, mais pour moi c'est comme l'amour, la mort, ce sont des choses qui sont semblables un peu. Faire l'amour et tuer quelqu'un, c'est une sorte de vicinanza, come dice vicinanza? C'est très proche. Très proche, sì, ils sont très proches. Parce qu'il y a une proximité quand tu fais l'amour avec un homme, une femme. Mais aussi il y a une proximité quand tu tues quelqu'un. Mais pour moi, c'est pas une chose terrible, c'est une chose fantastique, comme les rites des Aztèques, non? Les rites
contraste, non, que j'ai vu quand je suis allé en Mexique, en Pérou. On voit tuer des personnes, mais c'est comme une mise solenne, une mise que tout le monde y participe, aussi la victime participe à sa mort. C'est une chose moi j'ai mis dans mes films. On le comprend, quelqu'un le comprend, quelqu'un ne comprend pas, mais cette chose, moi j'ai vu. Déjà ce lien avec la beauté et le mal, très enfant, quand vous regardez Blanche-Neige, le dessin animé de Disney, finalement, vous vous dites, vous préférez la reine, vous préférez la reine méchante, vous la trouvez plus belle que Blanche-Neige. Je pense que tout le monde préférait la reine. D'accord. Elle était plus belle. Blanche-Neige, c'est une comme poupée. C'est une... Avec ce... Comme ça, avec ce sourire. Non, la reine, c'est une merveille. C'est une femme vraie, puissante. Oui. Et c'est pour ça que moi, je me suis inspiré de Blanche-Neige pour faire un film Suspiria, qui c'était beaucoup inspiré par Blanche-Neige et aussi pour le colère, par les grands films de Technicolor des années 40, comme des films, les grands films qui c'était les premiers Technicolor avec le rouge des cochers du soleil, le bleu des vises, non? Tout ça, j'ai appris à le mettre. C'était très difficile de faire ça avec mon directeur de photo, qui s'appelle Luciano Toli, pour le film Suspiria. Parce que nous voulons faire les Technicolor anciennes, et c'était impossible, parce qu'il n'y avait plus les Technicolor anciennes. Alors nous avons... il avait trouvé aux États-Unis, dans un laboratoire, des pellicules qui sont très vieilles, seulement 40 ans. On usait, n'avait pas beaucoup. C'est pour ça que nous avons fait pour les films pas de répétitions, pas beaucoup de répétitions, seulement 1, 2, et puis on tournait. Et ça a donné la possibilité de faire ces couleurs qui sont un peu presque en 3D, parce que c'est aussi le rouge, le bleu, l'or, que c'était très difficile de faire l'or. Dans le cinéma, l'or, c'était, je l'ai dit dans les livres, l'or c'est la chose la plus difficile à faire, parce qu'il devient vert. Mais nous avons fait ça. Je me souviens que j'ai cherché cette possibilité d'avoir l'or. J'avais trouvé une pellicule qui était dans l'Allemagne de l'Est, qui c'était le Orwo, on appelait, qui substituait l'argent de l'or. Et l'or, ça venait très bien, mais les autres couleurs, c'est pas bien. Mais aussi dans les Fuji. La Fuji, c'est un merveilleux rouge, vraiment merveilleuse. Mais les bleus, les jaunes, les autres ne sont pas grands. Alors nous sommes retournés à la vieille Kodak, qui c'était toujours la grande Kodak, qui aujourd'hui n'existe plus. Fausto Fazulo. On évoquait il y a quelques minutes votre amour pour la littérature, Edgar Allan Poe notamment. Aujourd'hui, vous revenez d'une certaine façon à vos premières amours avec ce livre Peur et puis aussi avec Aurore, donc un second livre. Dans Peur, vous décryptez en fait votre processus créatif, vous expliquez comment vous avez eu l'idée par exemple de l'oiseau au plumage de cristal. Vous nous racontez que c'est
à la suite d'un cauchemar que vous avez eu alors que vous étiez sur une plage en Tunisie, après avoir trop mangé un couscous, que vous avez eu l'idée de ce scénario. Vous expliquez aussi comment vous avez eu l'idée de Ténèbres après avoir été harcelé aux États-Unis alors que vous travailliez dans un hôtel de luxe. Moi, je voudrais savoir, du coup, comment vous travaillez et comment vous avez travaillé sur Peur. Comment vous est venue l'idée justement de cette autobiographie, combien de temps vous avez mis pour l'écrire, et est-ce que d'une certaine façon, à la fin, vous vous sentiez soulagé? Moi, soulagé, pas vraiment, parce que j'ai écrit une chose, c'est pas mais alors, j'écris cette histoire pendant un an, en pensant à toutes mes histoires qui me sont passées beaucoup. Avant, j'ai pensé beaucoup à tout ça. Je prenais des appunti, comment ça s'appelle? Appunti. Oui, des notes. Des notes, sì, des notes, sì. Mais je n'écrivais rien. Puis j'ai commencé à écrire. Et avant de commencer à écrire, je me souvenais d'un livre autobiographique d'Ingmar Bergman qui s'appelle Lanterne magique, où il racontait vraiment encore le cœur ouvert toutes les histoires qu'il avait passées, aussi les plus terribles, comme quand il était très jeune, il était nazi. C'était une chose qui l'a touché beaucoup. Puis les histoires de femmes, les histoires de films qui ne sont pas faits, des spectacles qui s'est passé, et puis quand il finit le spectacle, personne ne se souvenait de rien. C'est un livre beaucoup triste, mais aussi beaucoup sincère. Alors moi j'ai pensé de dire tous, de raconter tout ce qui me passait vraiment, sans mensonge, sans raconter des histoires comme ça. Non, vraiment. Aussi de raconter quand je suis tombé dans la drogue, quand je suis tombé dans des difficultés terribles, que je suis été près de la mort, parce que j'avais des idées suicidaires. Et tout ça, j'avais raconté avec sincérité, avec sincère. Je dois être très sincère. Et le livre, c'est une sincérité incroyable. Quand je lis, quelquefois, j'ai honte de quelque chose que j'avais écrit. Mais c'est la vérité, ça. Un second extrait de Peur, donc votre autobiographie, Dario Argento. Rien qu'un siège, une table et une machine à écrire. Je m'assois et j'attends que mes monstres viennent me rendre visite. Il leur faut toujours un peu de temps, parce qu'ils viennent de loin. Mais tôt ou tard, ils trouvent le chemin. Parfois, il arrive que rien ne se passe. Alors, j'ouvre la fenêtre, j'écoute le sifflement du vent et j'invite les histoires à entrer dans la chambre avec moi, à m'attraper. Je suis le moyen par lequel les pires cauchemars peuvent prendre forme. Donc vous êtes une sorte de médium, vous êtes un peu victime de vos histoires, vous n'êtes pas une sorte de démiurge qui contrôlait comme le fantôme de l'opéra qui tire les ficelles. Au contraire, là vous attendez, vous êtes un récepteur. Vous attendez qu'on vienne vous rendre visite. Si, j'attendais. Je me souviens de ça. J'ouvre la fenêtre parce que je pense que les gens ils pensent et ces pensées restent dans la ville, dans l'air, non? Et alors j'attends que ces pensées arrivent chez moi, comme c'est les rêves, les cauchemars des gens. Ils arrivent et ils me donnent des instructions, quelque chose d'idées. J'attends ça. Je respire l'air
qui vient de dehors. Et quelquefois, il arrive les idées. Et je pense que c'est quelqu'un qui l'avait pensé avant de moi, qui l'avait pensé dans sa maison, ou dans la rue, ou en marchant dans la rue. Et puis, son pensée, on se rêve, il reste, non? Et si tu ouvres la fenêtre, il arrive quelquefois. Et il te donne des instructions. Voilà les miasmes de mort qui flottent dans les rues que vous respirez en ouvrant la fenêtre. Si vous n'écrivez pas. Alors, je voudrais rebondir justement sur la question de la sincérité, parce que vous mettez véritablement à nu, vous racontez les meilleures choses comme les pires. Finalement, vous vous inscrivez, vous citez Bergman, mais vous vous inscrivez véritablement dans une tradition littéraire autobiographique qui vient de Jean-Jacques Rousseau, qui a véritablement écrit tout, le premier. Il a révolutionné l'autobiographie, justement, et vous vous inscrivez là-dedans. Donc, je trouve que d'un point de vue littéraire, vous faites un geste véritablement très beau pour vos lecteurs et pour les spectateurs aussi de vos films. Vous dites à un certain moment, me nourrir de moi-même, c'est une perversion. Me nourrir de moi-même, c'est une perversion, una perversione. Et lorsque vous écrivez, vous dédiez un chapitre entier à « Je ne suis pas Dario Argento », vous nous engagez à lire aussi votre questionnement sur le double. C'est vrai. Parce que moi, je pense que peut-être que moi je suis un schizophrénique, je ne sais pas, mais qu'il y a un double Dario Argento, un autre qui est qui vit. C'est le Dario Argento normal, un homme comme tous, qui a des histoires, qui a de l'amour, qui a des enfants, mais aussi il y a un autre Dario Argento, c'est le Dario Argento que vous voyez en ce moment, qui est le Dario Argento qui fait des films, qui écrit, qui est un artiste. Et moi, je connais la différence entre les deux. C'est une différence importante, parce que le Dario Argento artiste, c'est une autre personne. C'est une personne qui a des pensées, des étranges idées. Et quelquefois, je pensais, je peut-être rencontrer Dario Argento et parler avec lui, raconter des histoires. Lui me racontait son histoire d'artiste et moi, il racontait mon histoire petite d'homme normal. C'était magnifique de pouvoir le rencontrer Dario Argento, mais c'était pas facile. Philippe Brouillet. Oui, rencontrer Dario Argento, mais il y a aussi un autre personnage qui est très important dans votre livre et qui, ça me touche beaucoup, c'est votre père. Votre père qui marque votre jeunesse et qui va être là dès votre premier film, en fait. Dès l'oiseau au plumage de cristal, il va vous tendre la main et ça va être un collaborateur très très important. Et il y a un moment dans le livre où, en fait, vous le faites lire le scénario de Profondo Rosso et il n'aime pas. Et il n'aime pas. Alors j'aimerais que vous nous racontiez ce moment-là parce que vous quittez. En fait, c'est prévu que ce soit un dimanche familial avec un déjeuner et tout ça. Et du coup, vous repartez, c'est impossible de déjeuner, et vous allez tenir bon. C'est-à-dire que le film, vous allez le tourner tel que vous l'avez écrit, mais c'est comme une déchirure alors de dire non à votre père qui a été la main tendue sur les premiers films. Mon père, c'était un grand ami à moi. Vraiment, un grand ami. Nous faisons des vacances ensemble. Nous allons les soirées à voir des films, au cinéma. Nous parlons de tous. Il me racontait aussi
ces histoires qui sont aussi privées, mais c'est comme un ami. Et nous avons travaillé beaucoup ensemble. Et puis un jour, vous avez dit, j'ai fini le scénario de Profondo Rosso et je l'ai présenté à lui. Moi, j'étais à la mer parce que ma fille Fiore était à la mer, elle était très jeune, elle avait 4 ans, 5 ans. Et alors, je suis allé à trouver elle, parce que les films, je l'écrivais à ville, à trouver elle. Il y avait mon père là-bas qui m'attendait. Et j'avais cette chose, c'était une chose comme ça, énorme. C'était presque 2h30. Puis j'ai trouvé quelque chose. Et mon père Ali, moi j'étais avec ma fille à la mer. Puis quand elle a fini, j'ai regardé, lui c'était triste. Qu'est-ce que c'est? Ah non, je n'aime pas ça, c'est trop étrange. Qu'est-ce que c'est ça? Moi j'ai dit, c'est un film un peu différent des autres, sûrement. J'ai cherché de faire quelque chose de pas vraiment réalistique, de faire des inventions, des idées. C'est une chose, je pense, importante. Je disais non, je n'aime pas, non. Et je me suis fâché et je suis allé à la maison à Rome. Je suis retourné. Mais quand j'avais lu encore le livre, le scénario, j'avais dit non, le film c'est bien, c'est nouveau. C'est pour ça qu'il n'avait pas compris. C'est une chose nouvelle. Je vais le faire comme je vais penser le faire. Et alors ça c'est fini l'histoire. Fausto? Oui, puis il y a un autre épisode qui est très touchant avec votre père, c'est lors de la sortie de L'Oiseau au plumage de cristal. Les premiers résultats du film à Rome sont pas très très bons, et puis lui, il veut... À Rome, à Milan et à Turin. Et lui vous dit, on va aller dans d'autres villes d'Italie pour voir comment fonctionne le film, et là, en fait, vous vous rendez compte que le film marche très très bien. Et c'est lui qui vous a dit, Dario, on va aller voir. Est-ce que vous pouvez aussi un petit peu raconter cette histoire qui est très belle, puisque vous vous étiez un peu effondré quand vous avez eu les premiers résultats de L'Oiseau au plumage de cristal? Oui. Si, mon père, c'était, je disais, c'était un grand ami à moi. Et quand il aimait les films, et quand les premiers résultats du nord d'Italie ne sont pas bien, alors il avait dit, il faut tenter encore. Et moi, j'étais un peu désolé, mais quand le film est sorti à Florence et à Naples, je me souviens, quand nous étions dans un hôtel au centre de Florence, et nous allons à pied au cinéma. Et puis nous voyons beaucoup de gens qui allaient, qui marchaient. Qu'est-ce que c'est? Où bon. Et puis j'ai vu qu'ils ont à voir mon film. Et la salle se pleine. C'était une surprise incroyable. Parce que pendant le premier spectacle, la voix commune avait dit que le film c'est beau. Et alors il y avait eu beaucoup de gens qui allaient là. Et c'était plein. De là, il était un succès grand aussi dans les États-Unis, qui était en première place dans les recettes et aussi partout. C'est un grand succès. Mais pour les critiques italiennes, ce n'est pas un grand succès. C'était un film de série B. C'était commercial, c'est seulement une chose commerciale. Ils ne comprenaient pas qu'il n'était pas commercial. C'est un film, une invention nouvelle. Nous sommes. Tu ne l'écris pas, là, notre rencontre va vers sa fin. Puisqu'on est
autour de la famille, il y a un très beau personnage, votre fille, Asia, à qui je veux rendre hommage ici parce que je suis totalement solidaire avec son geste, même si je ne suis pas actrice. Et donc vous parlez avec des mots très très beaux, par exemple, je vous lis, il me plaît de penser qu'on puisse saisir mon affection pour elle dans chaque plan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la manière qu'avait Asia d'être sur le plateau de vos films? Ok, en première chose, je voudrais dire merci à elle qui s'est battue pour les femmes, pour la liberté des femmes, de n'être pas violées, touchées. C'était cette association des femmes actrices qui ont pris le pouvoir. Ils ont été contre Weinstein et les autres. Elle était un des plus forts, parce qu'elle a un caractère très fort. Et je la remercie de ça et j'espère que tout le monde va la remercier. Tout à fait. Merci. Elle quand elle était très jeune, elle était beaucoup de fois dans mon set. Elle voyait comme moi, j'ai fait des metteurs en scène, comme parler avec les acteurs. Puis quand nous avons commencé à travailler ensemble, c'était vraiment facile parce qu'elle se souvenait de chaque chose. Et alors, c'est un bel travail que nous faisons ensemble. Nous sommes tous les deux comme des complices. Des accomplices. Nous avons travaillé dans 5 films ensemble. C'était vraiment une belle collaboration, très belle. Après, elle a fait aussi mettre en scène, tout ça, mais le travail ensemble, c'était une chose vraiment importante pour moi, pour ma vie. On confie la dernière question à Bianca Concolino, qui est la traductrice donc, de Peur, le livre de Dario Argento, son autobiographie qui nous réunit ce soir. Co-traductrice, c'était un travail à deux. Oui, non, par rapport justement à Asia, tu dis dans les livres que c'était une sorte de hommage que tu lui as rendu pendant tous ces films que tu as tournés avec elle. On peut voir son évolution, on peut voir comme elle a effectivement changé, comme elle est devenue de plus en plus forte justement, et comment elle est devenue sûre d'elle. Et tu as l'impression que c'est un peu comme des photos qu'on aurait pris d'elle, sauf que c'est des films, en fait. Tu as tourné tout le long de sa vie, en fait, des films qui maintenant sont un souvenir de comment elle était, de comment elle est maintenant. Oui, je l'ai vu grandir devant ma caméra. Elle était très jeune, 14, puis 16, puis adulte. Je l'ai vu grandir, devenir femme. C'était une grande satisfaction pour moi de voir comme elle a changé aussi la façon d'être actrice, de raconter sa vie. Ça, c'est une chose importante. Et tu es content maintenant de voir qu'elle est aussi réalisatrice? Si, beaucoup. Ça te fait plaisir? Beaucoup. Parce que j'aime beaucoup les films qu'il fait. Ce sont étranges, mais ce sont des films intéressants. Quelqu'un moins, quelqu'un plus, mais ce sont des films très intéressants.
Alors, ultime question, cette fois, Simon n'écrit pas, donc... C'est juste, c'est vraiment pas une question, parce que je voulais dire que si on va à Rome, on peut continuer à explorer l'univers de Dario Argento dans un lieu. Parce qu'ils nous disent, dans ce lieu, il y a mon musée personnel des horreurs. Oui. J'ai aussi un petit shop qui est seulement fait pour rencontrer mes amis, mes fans qui viennent de partout, du monde. C'est la possibilité de rencontrer, de parler avec eux. C'est un shop pour les rencontres, pour parler, pour se raconter des histoires. C'était une belle chose que moi je suis très orgueilleuse d'avoir faite. Quel est le nom du magasin? Le Profondo Rosso. Voilà. Tout est dit. Merci Dario Argento pour cette rencontre. Merci à tous. Vraiment, c'est Paris, c'est la ville de ma vie, la ville que moi j'aime, la ville où moi je voulais vivre, la ville où j'ai étudié aussi, une ville, une nation, la France, que moi j'aime beaucoup. Je suis plein de souvenirs quand j'étais très jeune, du français, de la France, de la cinémathèque française, de toutes ces choses qui sont l'orgueil de la France. Merci beaucoup. Au revoir.